Rosemore Avenue sur Pure Channel. Merci beaucoup Vanessa de venir nous voir pour nous parler de ton troisième roman. Le roman précédent dont on a parlé sur Pure Channel, vous pouvez retrouver l'interview qui parle de mémoire vive, se passait résolument en France. Là, tout d'un coup, tu es à Los Angeles, et vraiment à Los Angeles, on va en parler. Pourquoi tu avais besoin de cette bulle d'air pour retrouver de l'inspiration, ou tu voulais payer un voyage? Non, en fait, j'ai toujours été fascinée par le fait qu'on soit devenu, nous, un pays un peu américanisé au niveau de la culture. Donc je trouvais intéressant d'aller là-bas, de voir comment ça se passe là-bas, au niveau amoureux, au niveau social, au niveau humain surtout, et de confronter un petit peu les cultures, les expériences. Et voilà, je trouvais ça plus intéressant de délocaliser une Française à Los Angeles plutôt que de le traiter en France, parce que mais on peut le faire aussi. On va parler des sentiments parce qu'ils sont très présents dans ce livre, l'amour évidemment, la solitude aussi, de l'amitié, mais l'action, tu l'as centrée dans un petit bâtiment, un immeuble chic, et qui est d'un quartier d'ailleurs qui existe, hein, Hancock Park, c'est ça? Hancock Park, oui. Là, ça se passe dans le quartier d'Hancock Park à Larchmont. Il y a vraiment un esprit vieille Angleterre avec des grandes maisons un peu victoriennes où il y a encore des ascenseurs, des salles de bal. Enfin, c'est vraiment un esprit un peu vieillot. Et eux, ce qui est rigolo dans ce quartier de Los Angeles, c'est qu'il y a une vraie guerre des gens de ce quartier pour qu'ils restent anonymes. Donc ils se battent contre les grandes chaînes. Il n'y a aucune grande chaîne qui peut s'installer là-bas. Et puis il n'y a pas ils essayent de ne pas être dans les guides touristiques. Enfin, c'est un truc, c'est complètement à l'envers, quoi. Tous tes personnages vivent dans cet immeuble, donc, et tout se passe là, et je me suis demandé, est-ce que c'est pas ton fenêtre sur cour à toi? C'est plutôt mon Chronique de San Francisco à moi, en fait. Voilà, c'est un livre, Les Chroniques de San Francisco, que j'ai adoré. Il y a un côté huis clos, comme ça, autour d'une bande d'amis qui vivent un peu chez Madame Madrigal, ou qui tournent autour du même cercle. Et voilà, je trouvais ça, j'avais envie de retrouver cette atmosphère-là, parce que le huis clos permet aussi d'aller plus profond dans l'intimité des personnages. Justement, les personnages sont très forts dans ce livre. Lily Brochant, donc, qui est le personnage principal, c'est une expat française qui est spécialisée en shiatsu. Elle est assez désespérée, assez seule, en tout cas au début du livre, mais elle a un esprit, un esprit très fort, une personnalité très forte. Il y a Georges, qui est un autre expatrié français veuf qui cherche désespérément Sylvie Vartan dans la ville de Los Angeles. Jane, qui est une jeune américaine en couple, mère du turbulent Théo, est trompée par son mari, j'en dis pas plus. Et puis Luc, le peintre maudit, plein de tocs, cassé par l'amour, Cora la concierge et Pedro le concierge. Est-ce que finalement tu décris chez tous ces gens-là une solitude et une difficulté à aimer l'autre, ou bien un manque de lucidité sur le fait qu'ils ont l'amour, ils ont l'affection, mais ils s'en rendent compte qu'une fois qu'ils le perdent? C'est les deux. Et c'est pour ça aussi que pour traiter de ce thème de la solitude et de l'amour un peu chaotique, j'ai choisi Los Angeles. Parce que Los Angeles, c'est une ville de destruction massive et de déshumanisation par excellence, où les gens finalement se croisent sans vraiment s'aimer. Il y a beaucoup de couples par intérêt plus que par amour, et avec une espèce de vitrine comme ça de papier glacé qui fait très Hollywood, où les gens n'osent pas vraiment s'investir à fond. Voilà, ça reste superficiel. Et donc c'était intéressant de les placer dans cette ville-là aussi, parce que ce sont des gens qui passent à côté de leur vie. Au début du livre, en tout cas, c'est vraiment ce que tu dis, c'est qu'ils ne mesurent pas ce qu'ils ont, ou en tout cas, c'est jamais assez pour eux. Et comme on est dans une société de consommation, où globalement on se lasse très vite, on jette tout très vite, c'était un peu symptomatique de ce qui se passe en ce moment dans notre société. Parce qu'ils ont quand même, il y a une entraide, il y a une solidarité, ils passent du temps ensemble, ces voisins. Elle est superficielle, la solidarité. En tout cas, au début. Ils s'intéressent aux autres tant que parce que ça va empiéter sur leur liberté, ou parce que ça les arrange pas. Il y a une scène notamment où la gardienne est un peu désespérée, et donc Lily, l'héroïne, s'intéresse à elle parce qu'elle voit bien qu'elle va mal, mais elle s'intéresse à elle surtout parce que ses pulls ont rétréci de 3 tailles dans la machine à laver, qu'elle a le courrier du voisin et plus le sien, donc les poubelles sont pas sorties, donc ça l'encourage à aller s'intéresser au problème de la concierge. Mais sinon, voilà,
il traverse la vie des autres sans vraiment s'arrêter. Oui, dans l'amour et dans le couple, et on en a déjà parlé plusieurs fois, on a l'impression que les couples sont plus un projet de mini-entreprise qu'un projet ou qu'une aventure romantique. Surtout là-bas. Mais surtout là-bas, c'est vraiment ça. On construit un couple, une vie ensemble, selon des échéances, un calendrier, un agenda business, quoi. C'est vraiment déroutant. Est-ce que, je me suis demandé en relisant la fin du livre, est-ce que tu travailles tes dialogues quasiment à part? Est-ce que tu leur donnes une mélodie, une rythmique que tu introduis ensuite dans le roman à certaines parties où tu sens que tu as besoin d'ouvrir un petit peu plus? Non, en fait, c'est ce que je travaille en premier, en fait, parce que j'ai une écriture en fait très dialoguée et ça me vient même plus facilement que le texte en lui-même. Donc en fait, les dialogues, ils sont vraiment au centre. Pour moi, comme j'ai une écriture très visuelle, le dialogue peut pas être raté parce que sinon le livre est raté. J'ai une écriture très visuelle et c'est effectivement très présent dans ce livre. On imagine très bien un Hugh Grant en scénariste, et tu vois une petite Nathalie Portman en Jane et Joaquin Phoenix en peintre. C'est vrai qu'il y a l'aspect visuel et puis il y a aussi le rythme. Et alors sur le rythme, t'aimes bien à chaque fois mettre des grosses claques au lecteur. Et là, en l'occurrence, il y a un événement. On a l'impression qu'ils vont tous passer un cap après cet événement. Et c'est particulier parce que l'événement, on dirait presque qu'il passe assez rapidement finalement, bien que très dramatique, mais ça leur permet, encore peut-être de manière un peu égoïste, une évolution personnelle cruciale à tous. De se découvrir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce que c'est l'événement, sinon on gâche la surprise, mais effectivement, ça va créer un électrochoc chez tout le monde, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais en tout cas, ça va tous les faire évoluer, les faire grandir et les rendre un petit peu moins égoïstes, quand même, au final. Ça va aussi casser le cocon qu'ils avaient créé sans peut-être s'en rendre compte. Et alors là, tu nous laisses presque frustrés comme les personnages du livre. C'est-à-dire que ce livre passe très vite et à la fin, on a envie de rester plus. Et non, tu nous laisses. Il appelle à une suite quand même, ce Rosemore Avenue. J'aimerais bien, oui. Je suis en train d'y réfléchir et j'aimerais bien écrire la suite de Rosemore Avenue parce qu'effectivement, on laisse les personnages à un croisement. Et en plus, déjà j'ai envie de les retrouver et puis je trouve qu'il peut leur arriver encore beaucoup de choses à la fois drôles et puis constructives pour eux parce qu'ils sont pas finis en fait. C'est comme des personnages, ils sont pas finis quoi. Faut qu'ils grandissent encore. En même temps là, ce sont des personnages qui ratent leur vie et tu les laisses pile à un moment où ils ont peut-être la possibilité de la réussir un tout petit peu plus. Donc c'est peut-être naturel. L'évolution, il y a encore de la marge pour tous ces personnages. Oui, quand j'ai fini ce livre, j'aurais pu le continuer. Voilà, mais j'avais pas envie. Enfin, je trouvais que c'était intéressant de les lâcher à ce moment-là. Et j'avais envie d'écrire la suite de toute façon. Comme Vanessa Caffin, toujours un coup d'avance. Le prochain parle de quoi? Est-ce que c'est toujours quand même un fond d'amour, de sentiments et de difficulté à aimer ou à être aimé? Le prochain que j'ai écrit, c'est plus du thriller. On est plus dans la veine de mémoire vive quand même. Un peu plus dur. Un peu plus toujours lié à la mémoire, toujours lié à la solitude, à l'amour. On retrouve les thèmes fédérateurs de mes romans, je dois bien remarquer. C'est ça. Ouais, mais il y a toujours une petite ou une grosse part de suspense, de drame aussi qui se passe et on rit beaucoup quand on lit tes livres parce qu'il y a beaucoup d'humour, donc je tiens à le dire. Et puis espérons une adaptation visuelle. J'espère. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été sélectionné au Festival du film de Berlin, qui a un gros book market, et donc il a été pitché devant des centaines de producteurs. On a eu des bonnes touches. Il y a beaucoup de producteurs européens et américains qui sont en train de lire le livre en ce moment, qui ont demandé le livre. Donc on croise les doigts pour voir si les droits vont être achetés pour un film. Allez voir bientôt Gérard Depardieu dans le rôle de Georges ou de Pedro. Et Cameron Diaz. Et toute cette très belle distribution pour jouer le livre de Vanessa Caffin, Rosemore Avenue. Merci beaucoup Vanessa. Merci beaucoup.